Chapitre 1. Le silence avant le cri, c'était le genre d'après-midi de juin que l'Angleterre excelle le mieux. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les nuages changeants, teintant les pelouses du Kingsfield College d'un calme presque sacré. Les cours carrés de pierre brillaient d'un or pâle sous le ciel d'été, et le lierre s'accrochait obstinément aux arches gothiques, comme s'il était conscient de la tradition. Entre ces murs, le temps semblait ralentir, non pas s'arrêter, mais s'écouler avec une dignité qui lui était propre. Depuis la fenêtre du salon de la maison du prévôt, le capitaine Arthur Hastings contemplait la cour antique. Une cloche venait de sonner quelque part, un son lent et somnolent qui lui rappelait l'irréalité du moment. Il retourna dans la pièce et s'adressa à son compagnon, assis, les jambes soigneusement croisées, ses mains gantées, reposant délicatement sur les accoudoirs d'un fauteuil en acajou. Un endroit paisible, dit Hastings, presque à contre-cœur. Poirot, toujours l'image même du sang-froid, inclina légèrement la tête. Paisible, oui. Mais mon ami, ne confondez pas silence et tranquillité. Un monastère est silencieux, tout comme une salle d'audience avant le verdict. Et, ajouta-t-il, l'œil brillant, tout comme le théâtre avant le lever de rideau. Hastings rit doucement. Tu crois qu'il va se passer quelque chose ici? Poirot pinça les lèvres. Je ne dis pas ça. Je constate simplement que là où il y a des réputations, des rivalités et de grands esprits concentrés dans un espace restreint, il y a forcément friction. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce, où les portraits de prévôts, morts depuis longtemps, brillaient sur les murs, dans des huiles et des cadres sculptés. Leurs visages exprimaient un jugement et une doctrine plus sévère. « Je dois avouer, dit Hastings en baissant légèrement la voix, que je ne comprends toujours pas bien pourquoi nous sommes venus. Une invitation du recteur d'une université n'est pas une convocation habituelle. » Poirot tapota doucement du doigt le bord de sa tasse. « Ah non, mais ce n'est pas un prévôt ordinaire, mon ami. Lord Adelbert Thwaite est un homme d'un grand esprit, mais aussi d'une grande vanité. Il m'a convoqué, non pas pour résoudre un crime, non, mais pour observer une cérémonie. Une inauguration. L'inauguration d'une tour. » Hastings cligna des yeux. « Une tour ?» Poirot sourit devant sa confusion. En effet, la nouvelle tour d'ivoire, comme on la surnomme de façon dramatique, financée par un mystérieux bienfaiteur construit à grands frais, est censée abriter le centre de recherche le plus avancé du genre en Europe. Cela ne semble pas être une affaire qui relève de la compétence d'un détective. Pas à moins de considérer, dit Poirot d'un ton doux, la question de la jalousie humaine. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et le majordome, un homme d'une discrétion si mince qu'il semblait plus une ombre qu'un serviteur, annonça « Lord Thwaite vous recevra dans le jardin ouest. » Ils le suivirent dans un couloir lambrissé, bordé d'inscriptions latines et de bois sombres. Dehors, le jardin embaumait le buis et les roses chauffées par le soleil. Un homme imposant, vêtu d'une robe d'académicien, se tenait près d'un cadran solaire en marbre, ses cheveux argentés reflétant la lumière. « Mon cher monsieur Poirot », salua Lord Thwaite avec une joie théâtrale. « Et le capitaine Hastings, bien sûr. Un honneur. » « Un profond honneur. » Il prit la main de Poirot dans la sienne,
et la serra comme s'il accomplissait un rituel. Je disais justement au professeur Reed que je m'attendais à un meurtre d'un jour à l'autre, histoire de vous donner une occupation plus appropriée. Poirot haussa les sourcils. « Espérons, monseigneur, qu'aucun sacrifice ne sera requis à mon égard. » Thwaite rit doucement et désigna un groupe de chaises sur la pelouse. « Venez, venez ! Vous devez rencontrer les personnages principaux. Aucun roman policier n'est complet sans eux. » 3 personnes étaient déjà assises. Une grande femme aux cheveux gris fer et à l'expression de désapprobation permanente leur fit un signe de tête. « Mademoiselle Marjorie Greetham », précisa Thwaite. « Classique, la langue la plus acérée de l'université. » La bouche de la femme se serra, mais elle ne dit rien. À côté d'elle, un jeune homme aux cheveux indisciplinés et aux doigts tachés de nicotine jetait des cendres sur l'herbe. Professeur Lucian Reed. Mathématiques. Un esprit brillant. Un peu moins brillant en société. Lucien grogna, mais ne se leva pas. Et enfin, dit Thwaite avec un sourire un peu trop crispé, Dr. Imogen Vale. Psychologie. Notre nomination la plus récente et la plus controversée. La femme en... Question tendit la main à Poirot. Elle était saisissante, les yeux noirs, le sang-froid d'un érudit et la grâce d'une danseuse. « Vous arrivez juste à temps, monsieur Poirot, » dit-elle. « La tension ici pourrait être contenue et vendue. » Thwaite frappa dans ses mains. « Excellent. Voyez-vous, Poirot, nous sommes tous très conscients de nos responsabilités. Si seulement cela nous incitait à mieux nous comporter. Je crois, dit Poirot en s'installant dans un fauteuil, que les gens ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils se croient intelligents. » Il y eut un silence tendu et assez révélateur. Puis Miss Greetham dit froidement « Vous devez comprendre, monsieur Poirot, que le collège a récemment subi des bouleversements. »« Vraiment ?» dit Poirot. « Oui, » dit Lucien en agitant à nouveau sa cigarette. « La tour, cette foutue tour. » Thwaite émit un bruit semblable à une toux étouffant un gémissement. L'objectif était d'unifier les disciplines, a déclaré le docteur Vale. Au lieu de cela, cela a attisé les rivalités. Qui obtient la plus haute distinction? Qui reçoit les subventions du bienfaiteur? Quelles recherches sont jugées les plus vitales? Hastings, un peu perplexe, jeta un coup d'œil à Poirot, mais le visage du Belge était un masque d'attention. Lucien se pencha en arrière. Et puis, il y a la question que personne n'est censé poser. Lequel? S'aventura Hastings. Qui est le bienfaiteur? Demanda Lucien avec un sourire en coin. Personne ne le sait. Les fonds sont arrivés sous le nom d'A.B. Lux. Pas d'adresse, pas de société, juste une cascade d'or. On se demande ce qu'ils attendent en retour. Mademoiselle Greetham renifla. Un sponsor moderne aux illusions de grandeur. Je n'en suis pas si sûr, murmura le docteur Vale. Il y a quelque chose qui cloche. Allons, allons, dit Thwaite en se levant. N'assombrissons pas la journée avec des spéculations. Nous dînerons dans la salle commune des seniors ce soir. Et demain, demain, la tour s'ouvrira et tout sera clair. Tandis que le groupe se dispersait, Poirot s'attarda au bord du jardin, levant les yeux vers la flèche étincelante de la nouvelle tour qui s'élevait derrière les toits médiévaux du collège. Ses vitres reflétaient le soleil de fin d'après-midi d'un or flamboyant. « Qu'en penses-tu » lui demanda doucement Hastings. Poirot plissa les yeux.
J'en fais une question, dit-il. Une question très ambitieuse, et qui exige, peut-être, une réponse en temps voulu. Et tandis que la cloche sonnait à nouveau, 6 coups profonds qui résonnèrent dans le quadrilatère. Poirot se retourna, sa silhouette sombre se détachant sur les pierres éclairées par le soleil. Quelque part dans le collège, une fenêtre a claqué, un chien a aboyé, et les ombres s'étendaient sur les pelouses. Chapitre 2. Une mort à l'aube. La grande cloche du Kingsfield College sonna 5 coups avant l'aube, un son creux et inconnu qui semblait résonner dans les cloîtres, endormi comme un avertissement. Hastings, qui somnolait légèrement dans sa chambre d'amis au-dessus de la vieille bibliothèque, se redressa brusquement. L'espace d'un instant, il ne put identifier le son. Puis, on frappa violemment à sa porte, suivi de la voix fluette et pressante du majordome. « Capitaine Hastings, monsieur, toutes mes excuses, mais il y a un incident. » Un incident, la manière anglaise d'annoncer une catastrophe. Hastings enfila une robe de chambre et suivit l'homme qui se déplaçait avec une rapidité presque paniquée. La lumière matinale était bleue et froide, s'infiltrant dans les couloirs de pierre comme un fantôme. Alors qu'il passait la cage d'escalier, un autre domestique du collège, un jeune portier, passa en hâte, l'air confus, un trousseau de clés à la main. « Que s'est-il passé » demanda Hastings. « On m'a dit… » « De ne rien dire, monsieur. Mais Lord Thwaite requiert votre présence, et celle de monsieur Poirot s'il est réveillé. » Il l'était. Lorsqu'ils atteignirent le pied de l'escalier menant à l'aile est, ils trouvèrent Poirot déjà habillé, impeccable comme toujours, ses moustaches parfaites malgré l'heure. « Viens, Hastings, dit-il doucement. C'est… je… le crains, le moment que nous attendions. » Le groupe traversa le cloître en silence, leurs pas résonnant de manière inquiétante sur les dalles. Puis ils traversèrent la cour centrale et s'approchèrent de l'entrée de la tour d'ivoire, l'élégante nouvelle extension qui avait suscité tant de mécontentement la veille. 2 agents étaient postés devant les portes vitrées, maintenues ouvertes pour laisser entrer la fraîcheur matinale. À l'intérieur, le silence était étrange. L'architecture moderne contrastait étrangement avec les bâtiments universitaires plus anciens, tout en lignes épurées, en marbre clair et en acier brossé. C'était une beauté à la fois aseptisée et presque corporative. Au fond de l'atrium, un escalier en colimaçon s'élevait en spirale, tel un ruban d'acier et de verre. Un officier en uniforme se tenait à son pied, parlant à voix basse à Lord Thwaite lui-même, qui avait désormais l'air beaucoup moins théâtral que la veille. Se retourna en les voyant. « Merci d'être venu. C'est une affaire d'une extrême urgence et d'une grande délicatesse. » Poirot inclina la tête. « Qui est mort, monseigneur ?» Thwaite ferma les yeux un instant. « Professeur Lucian Reed. Ils l'ont trouvé ce matin. » Dans l'observatoire, au sommet de la tour. Hastings prit une inspiration brusque. « Assassiné ?» Le prévôt hésita. « C'est à la police de le déterminer, bien sûr, mais… » « Oui, il y a du sang, beaucoup de sang. »« Et, mon Dieu !» murmura Poirot. « Et comment a-t-il été découvert ?» Une assistante diplômée, mademoiselle Wilhelmina Cartwright. Elle est arrivée tôt pour préparer la cérémonie d'aujourd'hui. L'ascenseur étant en panne, elle a emprunté l'escalier. Arrivée à l'observatoire, il marqua une pause. Elle a crié si fort qu'elle aurait réveillé les morts. «
Certes, pas assez fort pour réveiller le professeur Reed, dit Poirot d'un ton sombre. Puis-je voir le corps? Une brève conversation avec l'inspecteur, un homme à l'air sérieux nommé Beechcroft, permit d'obtenir l'autorisation. Poirot et Hastings furent autorisés à monter, accompagnés d'un officier. L'ascension fut longue. 6 volets de marches en spirale. On entendit des traces de pas précipités et de panique tout au long du chemin. Un mouchoir tombé, des chaussures éraflées sur les marches métalliques. Au sommet se trouvait un large dôme de verre, l'observatoire. En dessous, le chaos. La pièce était circulaire, remplie d'instruments étincelants, télescopes astronomiques, appareils de mesure, écrans en verre avec affichage électronique. Près de la table centrale, affalée sur le sol poli, reposait Lucian Reed. Sa chemise était tachée de noir, une plaie effilochée juste en dessous de la clavicule. Une traînée de sang marquait l'endroit où il avait apparemment reculé en titubant depuis le centre de la pièce, avant de s'effondrer. Une main serrait un crayon. L'autre était tendue vers le mur du fond, comme pour attraper quelque chose. Poirot s'agenouilla à côté de lui sans toucher le corps. « Un coup de feu » demanda Hastings. L'inspecteur Beechcroft secoua la tête. Poignardé. Une lame très fine. Peut-être une sorte de stylet. Nous n'avons pas encore trouvé l'arme. Poirot scruta la pièce du regard. Et pas de verre brisé. Aucun signe de lutte. Et il est habillé. À quelle heure le personnel est-il arrivé? Mademoiselle Cartwright dit qu'elle est entrée dans le bâtiment juste après 5 heures. Le crime a donc dû avoir lieu avant, mais pas longtemps avant. Le sang est encore humide. Poirot se leva et arpenta lentement la pièce. « Il n'y a qu'une porte, dit-il. »« Pas d'autre entrée ? » ?»« Aucun, » confirma l'inspecteur. « Et rien n'indique qu'il ait été forcé. » Poirot s'arrêta devant une étagère remplie de journaux et de carnets. L'un d'eux avait été retiré à moitié, le tome Z de l'arithmétique céleste de l'effondrement. Newtonien Poirot le poussa du bout de sa main gantée. Une lecture inhabituelle pour un homme mourant. « Peut-être qu'il cherchait de l'aide » a déclaré Hastings. Poirot émit un léger bruit de désaccord. « Non, dit-il. Il cherchait du sens. » Ils redescendirent et trouvèrent les autres réunis dans le salon du prévôt. Le Dr Vail, mademoiselle Gritham et plusieurs autres personnes qui avaient visiblement appris la nouvelle. Les visages étaient pâles, les voix étaient étouffées. « C'est terrible, » dit doucement le docteur Vail. « Lucian a peut-être été difficile, mais il ne méritait pas ça. » Mademoiselle Gritham croisa les bras. « Il avait des ennemis. C'est une triste vérité, » a déclaré Lord Thwaite. « Même parmi les érudits. » Poirot regarda lentement autour de la pièce, son regard s'attardant sur chaque visage. « Si je peux me permettre de demander, » dit-il, « qui avait accès à la tour hier soir ?» Thwaite fronça les sourcils. Techniquement, tous les professeurs y avaient accès. Chacun avait un mot de passe. Et les étudiants? Seulement quelques assistants de recherche. Nous sommes très stricts. Le bâtiment est fermé à 10 heures. Poirot se tapota le menton. Il ne nous reste plus qu'une énigme. Un bâtiment verrouillé. Un seul point d'entrée et un meurtre dans la pièce la plus haute. Mademoiselle Gritham émit un son moqueur. Un mystère dans une pièce close.
Comme c'est étrange. Les yeux de Poirot pétillèrent. Madame, vous le dites avec mépris, mais je trouve ces énigmes très révélatrices. Quand il n'y a qu'une seule porte, il ne faut pas s'intéresser aux moyens, mais à l'esprit. Le docteur Vell observait Poirot avec attention. Pensez-vous que l'un de nous a fait ça? Poirot tourna son regard vers elle. Regard. Croyez-vous que quelqu'un d'extérieur à l'université avait une raison de tuer le professeur Reed? Je suppose que non. Il hocha la tête. Nous partons donc du principe que quelqu'un à l'intérieur de cette tour d'ivoire a fait couler du sang. Il se tourna vers l'inspecteur Beechcroft. Je demande que personne ne soit autorisé à quitter les lieux et que je puisse m'entretenir seul à seul avec chaque membre du personnel. Beechcroft acquiesça. Le collège fut alors scellé. Poirot s'inclina doucement devant la compagnie assemblée. « Une dernière question, dit-il. A-t-on volé quelque chose à l'observatoire » Thwaite cligna des yeux. « Pas que je sache. » Parce que, dit doucement Poirot, le professeur Reed travaillait sur un sujet confidentiel, un théorème ou une formule, quelque chose de gardé secret, quelque chose pour lequel il valait la peine de tuer. Et sur ce, il quitta la pièce en silence. Derrière lui, les ombres s'épaississaient sur les murs lambrissés, et le clocher de Kingsfield sonna 6 heures, chaque carillon étant plus lent et plus solennel que le précédent. Chapitre 3. Le premier entretien. La salle commune des seniors du Kingsfield College avait vu des générations d'universitaires débattre de Platon et analyser les subtilités de Chaucer. Mais jamais, soupçonnait Hastings, elle n'avait accueilli une enquête pour meurtre. Les rideaux étaient à moitié tirés pour masquer la lumière matinale. Les murs lambrissés reflétaient la lueur des lampes à huile et des flammes vacillantes de l'âtre. Poirot avait choisi le fauteuil en cuir à haut dossier le plus proche du feu, non pas pour la chaleur, mais pour la position dominante qu'il offrait. La disposition était délibérée. Une chaise face à lui, aucune distraction, aucun désordre. La pièce était devenue une scène. L'inspecteur Beechcroft entra, bloc-notes à la main. « Le premier attend dehors, monsieur, mademoiselle Marjorie Greetham. » Poirot hocha la tête. « Commençons alors. » La grande silhouette de Miss Greetham, tel un faucon, entra dans la pièce avec une autorité qui semblait surpasser celle du prévôt. Sa robe était impeccablement repassée, ses cheveux argentés solidement coiffés. Elle ne s'assit qu'après y avoir été invitée et même alors, sa colonne vertébrale resta raide. « Fini les formalités, monsieur Poirot, » dit-elle sèchement. « Je suppose que je suis ici parce que je suis suspecte. »« Non, madame, » dit Poirot en joignant les doigts. « Vous êtes ici parce que vous êtes une observatrice, une personne qui voit plus qu'elle ne parle. » Elle haussa un sourcil. « Les flatteries sont inutiles pour moi. »« Alors, soyons francs. Vous connaissiez bien le professeur Reed. » »« Je le connaissais, oui, nous le connaissions tous. Lucian Reed était un brillant mathématicien et un collègue détestable, arrogant, méprisant, sujet aux insultes publiques. Étiez-vous en bons termes ? » Elle esquissa un sourire sec. « Il m'a accusé un jour, lors d'un dîner de faculté, rien que ça, d'avoir réduit Ovide à un feuilleton glorifié. Ça vous semble bien ? Avait-il d'autres ennemis que toi ? » Le professeur Reed se faisait des ennemis comme certains hommes se font des amis. Facilement et souvent. La plupart des étudiants en avaient assez de lui. J'imagine que même
Les portiers ont levé leur verre ce matin. Poirot inclina la tête. « Madame, où étiez-vous hier soir entre 10 heures et 5 heures? »« Dans ma chambre, je lis. »« Seul ?» ?»« Naturellement. » Poirot resta silencieux un instant. Puis, « Dites-moi, qui, selon vous, était le plus mécontent de la position du professeur Reed dans la tour ?» Elle réfléchit. « Le docteur Vail, peut-être. » Elle est venue ici, pleine de théories modernes, et s'attendait à un tapis rouge. Luciane s'est donné pour mission de la discréditer. Et il y avait des rumeurs, bien sûr. Des rumeurs? Sa bouche se pinça. De nature personnelle. Mais je ne répète pas les ragots. Poirot sourit doucement. Tu t'en souviens, c'est tout. Ses yeux se plissèrent. Si tu veux m'accuser, fais-le. Je n'accuse pas, madame. Je me contente d'arranger les faits, comme des fleurs dans un vase. Merci. Ce sera tout. Alors qu'elle partait dans un bruissement de lourde robe, Hastings se pencha plus près. « Une femme plutôt sévère, hein? Elle se protège par ses paroles, » dit Poirot. Mais elle a laissé échapper quelque chose. « Vous avez remarqué ?» Hastings fronça les sourcils. « À propos du docteur Vail ?» Poirot hocha la tête. « Elle la craint. Et ça nous dit quelque chose. À suivre, s'il vous plaît. » La suivante à entrer fut le docteur Imogen Vail. Elle portait un chemisier vert forêt sous une veste anthracite, ses cheveux noirs ramenés en arrière en une chignon bas. Elle était assise plus décontractée que mademoiselle Gritham, une jambe repliée sous elle. « Je suppose que cela concerne Lucien. »« Oui, madame. Je vous demande simplement de répondre honnêtement. Je vais essayer. Mais, pour les psychologues, la vérité peut être un concept flexible. » Poirot ne souriait pas. « Vous avez eu des désaccords avec le professeur Reed. J'avais guerre avec le professeur Reed. Il croyait que la psychologie était une pseudo-science. Il a un jour déclaré à une classe d'étudiants que j'étais une diseuse de bonne aventure titulaire d'un doctorat. Et comment as-tu réagi? Je l'ai invité à débattre. Il a décliné. Parce qu'il avait peur de toi? Parce qu'il me considérait comme insignifiante. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, on l'a retrouvé avec votre nom dans son agenda, ce matin. » Les yeux de Vail s'écarquillèrent. « Quoi? » ?»« Oui. Un rendez-vous à 5 heures du matin. Votre nom écrit proprement. »« C'est impossible. » »« Je ne savais pas. Tu n'étais pas dans la tour? »« Non, je dormais dans ma chambre. »« Mon assistant peut confirmer que je ne suis pas parti avant 7 heures. » Poirot croisa les mains. « Dites-moi, madame, le professeur Reed travaillait-il sur quelque chose qu'il aurait gardé secret? » Elle hésita. « Oui. Une sorte de calcul. Avancé. Il n'arrêtait pas d'y faire référence comme à la variable qui disparaît. Je pensais que c'était une métaphore. Maintenant, je me pose la question. A-t-il mentionné avoir été menacé? Seulement professionnellement. Il m'a dit un jour, autour d'un café, qu'un esprit peut être plus affûté qu'un couteau, mais tout aussi facilement se retourner contre son maître. Poirot pencha la tête. « C'est très bien, madame. Et aussi très inquiétant. » Val se leva. « Suggérez-vous que je l'ai tué, monsieur Poirot? »« Non, dit-il doucement. Mais je suggère que quelqu'un voulait que l'esprit du professeur Reed disparaisse. » Lorsqu'elle est partie, Hastings a déclaré « Elle semblait secouée. » Poirot hocha la tête. « Parce qu'elle a peur. Non pas d'être découverte, mais de ce dont elle pourrait se souvenir. » L'inspecteur Beechcroft revint. « Dois-je envoyer le dernier membre du corps enseignant? »« Non, dit Poirot. »« Prenons un moment.
il faut réfléchir. Il se tourna vers Hastings. Lucian Reed est mort seul dans un observatoire verrouillé. Il n'y a ni arme du crime, ni effraction. Il devait rencontrer quelqu'un, et quelqu'un d'autre le savait. Tu penses que la réunion était un piège? Peut-être, ou peut-être que c'était réel et que quelqu'un l'a intercepté. Il y eut une pause. Puis Poirot ajouta « Il y a un détail qui me dérange, mon ami. » « Qu'est-ce que c'est » Poirot se tapota la tempe. « Le crayon. Il l'a serré en mourant. Pourquoi ? Ce n'était pas un homme sentimental. Pas de mots griffonnés, pas de message griffonné avec du sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Poirot se leva. Cela signifie, Hastings, que l'indice n'est pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il avait l'intention d'écrire. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Un jeune portier, le visage rouge et essoufflé. « Pardon, monsieur, nous venons de trouver quelque chose. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Quoi ? Une enveloppe ? » Cachée au fond du tiroir du bureau de l'observatoire. Elle porte la mention « À ouvrir seulement en cas de décès. » Hastings prit une inspiration. Un avertissement ou une confession, dit Poirot d'un ton sombre. « Venez, voyons ce que le mort a eu la peur de laisser derrière lui. » Et tandis qu'il suivait le garçon à travers les couloirs silencieux, une fois de plus, les pas de Poirot résonnèrent, non seulement avec détermination, mais avec la première ombre de vérité. Chapitre 4. La lettre des morts, l'enveloppe, était d'un blanc crème pâle et légèrement gondolée sur les bords, comme si elle avait été conservée quelque temps dans un endroit sec et rarement touché. Elle portait une instruction manuscrite à l'encre bleue foncée, d'une écriture élégante et érudite, à ouvrir uniquement en cas de mon décès. L.R. Poirot la retourna lentement, inspectant soigneusement recto et verso avant de briser le seau de cire. Elle se brisa sèchement, un bruit très fort dans la salle d'études silencieuse, au-dessus de l'observatoire où l'enveloppe avait été découverte. L'inspecteur Beechcroft se tenait à ses côtés, les bras croisés, tandis que Hastings rôdait près de la fenêtre, son souffle embuant la vitre froide. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres de couleur ivoire. Poirot le déplia doucement. Ses yeux parcoururent le contenu une fois, puis une autre fois, plus lentement. Puis il lut à voix haute « À celui qui trouve ceci, si je suis mort, ce ne sera pas un accident, ni une maladie. Je me suis fait trop d'ennemis pour qu'il en soit autrement. Mon travail, mon vrai travail, vaut plus que ma vie pour certains, et est intolérable pour d'autres. Je ne sais pas qui va frapper, mais je sais que quelqu'un doit le faire. Il y a un carnet dans mon tiroir privé, couverture noire, dos rouge. Trouve-le, garde-le. Et si elle vous dit que c'était un suicide, ne la croyez pas. Lucian Reed, 16 juin. Il y eut un court silence. Poirot tendit la lettre à Beechcroft, qui la lut en fronçant les sourcils. Il soupçonnait un meurtre, murmura l'inspecteur. Poirot hocha la tête. Plus que ça, il s'y attendait. Hastings dit doucement « Et elle ? Qui est-elle » Poirot tapota légèrement la table du doigt. On ne peut pas en être sûr. Mais Lucian Reed n'était pas un homme enclin aux sentiments vagues. S'il avait utilisé ce mot « elle », il voulait dire quelqu'un de très spécifique. Beechcroft empocha la lettre.
Nous la conserverons comme preuve. Et le carnet? Poirot traversa d'un pas rapide le bureau de l'observatoire. Un large bureau en chêne, récemment débarrassé, était adossé au mur. Plusieurs tiroirs étaient vides ou bien rangés. Le règlement de l'université exigeait que les documents sensibles soient nettoyés chaque semaine. Mais le tiroir du bas sur le côté droit s'est légèrement coincé lorsqu'il a été tiré. Poirot se pencha et en sortit un livre à couverture, noir avec une tranche en tissu rouge, exactement comme décrit. Il l'ouvrit et parcourut plusieurs pages. « Ce n'est pas un journal, » murmura-t-il. « C'est un calcul, une suite logique, des équations, des symboles, des notes marginales. Mais regarde, Hastings. » Il brandit le livre, révélant un coin déchiré près des dernières pages. On a enlevé quelque chose. Peut-être l'a-t-il fait lui-même, proposa Hastings. Ou peut-être qu'elle a été prise, après coup. Beechcroft expira par le nez. Pas d'armes, pas de témoins, et maintenant des pages manquantes dans les papiers personnels de cet homme. Je n'aime pas ça, Poirot. Poirot sourit faiblement. Mais moi, si. Car qui dit soustraction dit forcément addition. Il suffit d'examiner attentivement la somme. Il se retourna, scrutant une dernière fois l'observatoire. Son regard s'arrêta sur le télescope en laiton, posé près de la fenêtre est. Poirot s'approcha et regarda dans l'oculaire. Après avoir légèrement ajusté la mise au point, il émit un léger son intéressé. « Hastings, viens voir !» Hastings, obligeamment, regarda à travers l'objectif. Il est dressé sur la tour de la chapelle. Poirot hocha la tête. Oui, et en biais, vers le clocher. C'est une chose étrange à étudier avec un télescope d'observatoire, a déclaré Beechcroft. À moins que, dit Poirot doucement, ce n'est pas ce que voit le télescope qui compte, mais quand. Les hommes descendirent de la tour dans un silence pensif, Poirot portant le carnet avec le plus grand soin. De retour dans le bureau du prévôt, ils trouvèrent une tension nouvelle dans l'air. Lord Thwaite se tenait près de la cheminée, discutant à voix basse avec mademoiselle Marjorie Greetham. Le docteur Vail était assise légèrement à l'écart, les mains jointes sur ses genoux, l'air indéchiffrable. Poirot entra et brandit la lettre. « Mesdames et messieurs, » dit-il calmement, « nous avons une déclaration écrite par le professeur Reed avant sa mort. Il y formule 3 affirmations. La pièce s'est tue. Premièrement, il croyait qu'il serait assassiné. Allaitement. Deuxièmement, il a laissé derrière lui un carnet essentiel à son travail. Nous avons retrouvé ce carnet dont il ne reste que quelques pages déchirées. Il laissa cela se poser, puis ajouta « Et 3. Qu'une femme puisse prétendre que sa mort était un suicide, et qu'une telle affirmation serait fausse. » Silence. Elle Greetham reprit ses esprits la première. C'est absurde. Lucian était un homme paranoïaque et prétentieux, mais il n'était pas clairvoyant. Non, acquiesça Poirot, mais il était observateur. Il ressentait la pression, peut-être recevait-il des menaces, peut-être remarquait-il un comportement inhabituel. Quelle qu'en soit la cause, il anticipait le danger. Le docteur Vail dit lentement, mais il n'avait pas peur. Poirot se tourna vers elle. Non, elle secoua la tête. Pas la semaine dernière, du moins. Il semblait inhabituellement
satisfait, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose. Hastings a demandé « Craquer quoi ?» Val hésita, puis se pencha en avant. Lucian prétendait avoir découvert un algorithme prédictif. Un algorithme basé sur des probabilités comportementales, basé sur des variables apparemment aléatoires. Il disait pouvoir suivre les actions avant qu'elles ne se produisent, les décisions, même émotionnelles. Cela semblait absurde. « Pourquoi absurde ?» demanda doucement Poirot. « Parce que ce ne sont pas des mathématiques, c'est de la psychologie ou de la prophétie ou un meurtre » murmura Miss Greetham. Le docteur Vail se retourna brusquement. « Qu'insinuez-vous » ? « Je sous-entends, » dit Greetham, la voix tendue, « que Reed a peut-être découvert quelque chose que quelqu'un d'autre voulait enterrer. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. C'était le même portier subalterne que tout à l'heure. « Pardon, monsieur, mais l'agent Rake vient de rentrer d'une inspection du chemin de la pelouse arrière. Il a trouvé une trace de pas frais, près de la porte coupe-feu arrière de la tour. » Beechcroft fronça les sourcils. « Des traces de pas? Par ce temps sec? »« Oui, monsieur, à travers les massifs de fleurs. Les jardiniers ont arrosé hier soir, laissant le sol meuble. » Poirot se redressa. « Alors nous allons inspecter ce chemin immédiatement. » Ils sortirent du bureau en groupe, traversant la cour sous le soleil matinal qui s'étendait. À l'arrière de la tour, près d'une petite sortie de service, ils découvrirent une série d'empreintes superficielles dans le sol sombre. Des chaussures, d'hommes à semelles étroites, reliant l'herbe à la porte, puis retournant à la porte. Beechcroft s'accroupit. « Il n'était pas là hier, je le jure. » Poirot s'agenouilla près de lui. « Et pourtant, ils ne sont pas assez frais pour avoir été préparés ce matin. Il n'y a pas eu de flaque d'eau. Les bords sont fermes. Tard hier soir, je crois, après l'arrosage. » Il se leva et regarda le bâtiment. « Cette porte est rarement utilisée, n'est-ce pas ?» Le portier hocha la tête. « Sortie de secours uniquement. Toujours verrouillée. » Poirot sourit faiblement. Et pourtant, quelqu'un avait la clé. Il se tourna vers Beechcroft. « Inspecteur, je demande que nous examinions le registre des clés. Chaque copie de la clé principale de la tour doit être comptabilisée, et les empreintes digitales doivent être vérifiées. » Beechcroft hocha la tête, griffonnant déjà. « Et toi, Hastings ?» dit Poirot d'un ton doux mais pressant. « Tu m'accompagneras aux archives du collège. Je souhaite en savoir plus sur cette tour, sur le bienfaiteur qui l'a construite. Tu penses que l'argent a quelque chose à voir avec le meurtre ? » « Je ne pense pas, Hastings, » répondit Poirot. « Je le déduis, et je soupçonne que nous découvrirons bientôt que ce qui brille aux fenêtres de la tour n'est pas de l'or, mais une illusion. » Chapitre 5. Le silence du bienfaiteur. Les archives du Kingsfield College se trouvaient sous la chapelle, un labyrinthe d'étagères et de placards hermétiques, où des grains de poussière tourbillonnaient tels des souvenirs anciens dans les rayons froids d'une lumière tamisée. L'odeur était caractéristique, du vieux cuir, de l'encre délavée et une légère odeur chimique. Hastings éternua en descendant les marches de pierre. « Tu sais, Poirot, un homme pourrait perdre son âme dans un endroit pareil. » Poirot sourit faiblement. « Peut-être, mais on peut aussi trouver un meurtrier. » L'archiviste du collège était une femme d'une étonnante discrétion, présentée seulement sous le nom de Madame Pell. Elle les conduisit à une table de lecture où plusieurs boîtes de dossiers étaient déjà prêtes.
Elle portait des gants et se déplaçait comme si chaque document était une relique sacrée. « Vous avez demandé des documents concernant la construction de la tour d'ivoire, » dit-elle d'une voix presque chuchotée. « Financement, permis et correspondance associée. C'est tout ce qui existe. » Poirot s'inclina légèrement. « Merci, madame. Les dossiers étaient classés chronologiquement. Les premiers documents contenaient des plans, des contrats signés et des lettres d'approbation du conseil d'administration de l'université. Puis, coincé entre des comptes rendus de réunions et des factures, Poirot trouva la première référence au mystérieux donateur. Une lettre datée de près de 3 ans auparavant, au conseil des membres du Kingsfield College, j'ai le plaisir d'offrir la somme de 2000 milles pour la création d'une nouvelle tour dédiée à l'intégration universitaire et à la recherche progressiste. Ma seule demande est que la tour soit baptisée Tour d'Ivoire et que l'étage supérieur soit réservé à un seul membre du corps enseignant, à la discrétion du prévôt. Je ne souhaite ni publicité ni plaque. Mon identité restera confidentielle. Vous pouvez me désigner dans la documentation sous le nom de A.B. Lux. Bien à vous en bourse, A.B. Lux Hastings siffla. 2 millions de livres sans crédit, c'est anti-anglais. Poirot fronça les sourcils. Et remarquez la dernière stipulation. Le dernier étage a été réservé par le prévôt. C'est Lord Thwaite qui a donné ce poste à Lucian Reed. « Oui, » murmura Hastings. « Je me souviens du ton étrange hier quand Thwaite l'a présenté. Il semblait presque réticent. » Poirot hocha la tête. « Exactement. Il faut se demander, Lord Thwaite a-t-il agi sous la pression en nommant Reed, ou l'a-t-il regretté plus tard ?» Ils ont continué à lire. Un mémorandum attira l'attention de Poirot. Il s'agissait d'une note manuscrite de Thwaite adressée à l'intendant, datée juste avant le début des travaux de la tour. « Assurez-vous que les clauses de sécurité sont bien en place. Lux a exigé l'anonymat et j'ai des doutes. Aucun donateur ne donne sans un appât caché quelque part. Conservez toutes les références sous un nom de code uniquement. Si quelque chose ne va pas, je veux un compte rendu clair, indiquant que j'ai exprimé mes inquiétudes. » À Poirot tapota le papier. « Hastings, vous voyez ?» Même à ce moment-là, Thwaite sentait comme une corde tirée. Mais par qui? Ils ont demandé une liste de tous les dons des 5 dernières années. Curieusement, aucune autre contribution de A.B. Lux, ni d'aucun autre pseudonyme connu, n'était mentionnée dans les archives universitaires, aucune bourse, aucun don antérieur. Pas même une référence dans les bases de données des anciens élèves. C'était comme si ce nom avait surgi de nulle part, avait déposé une fortune, puis avait disparu à nouveau. Serait-ce le pseudonyme d'une personne interne au collège? Demanda Hastings. C'est possible. Mais la méthode est trop prudente. Un véritable initié ne laisserait pas une trace aussi nette de miettes de pain, à moins de le vouloir, apparaître comme un fantôme. Il marqua une pause. C'est un nom trompeur. Lux, lumière. Et pourtant, on ne voit rien clairement. Ils remercièrent Madame Pell et quittèrent les archives. Le soleil de midi filtrait à travers les fenêtres du collège lorsqu'ils sortirent, éclairant la cour. Les étudiants passèrent en groupe silencieux, jetant des regards inquiets vers l'imposante flèche de verre
à l'extrémité est du campus. L'observatoire scellé brillait faiblement à la lumière du jour. De retour dans la maison du prévôt, Lord Thwaite faisait les 100 pas près de l'âtre. Un cognac, intact, se trouvait sur la table à côté de lui. « Vous avez vu les dossiers » demanda-t-il. Poirot hocha la tête. « Oui. » Il soulève plus de questions qu'il n'apporte. « De réponses » Thwaite grogna. « Racontez-moi. » Quand cette offre est arrivée, 2 millions de livres, anonymement, j'étais partagé entre la suspicion et le sens pratique. Nous avions besoin d'un établissement moderne. Reed revenait tout juste de la Sorbonne et parlait de génie pluridisciplinaire. Il était charmant, controversé et totalement convaincu de son génie. Vous l'avez nommé au dernier étage. Je l'ai fait. Mais pas facilement, soupira Thwaite. Il a exercé un lobbying acharné. Il a prétendu pouvoir attirer des bourses de recherche et des investisseurs étrangers. Il a même insinué que c'était à cause de lui que Lux avait choisi Kingsfield. « Tu l'as cru » Thwaite secoua la tête. « Pas une seconde. » « Mais le reste du conseil, si. » Poirot se pencha. « Et le docteur Vail était-il au courant de ce lien ?» Vail et Reed étaient proches à un moment, des collaborateurs peut-être plus encore. Puis ils se sont disputés, bruyamment. Poirot hocha la tête. « Merci, Lord Thwaite, c'est très utile. » Il se tourna vers Hastings alors qu'il sortait une fois de plus. « Il existe un lien, Hastings, entre le donateur et la mort. J'en suis certain, le bienfaiteur se cache derrière un voile, mais un voile n'est utile que lorsqu'on craint d'être vu. » Alors qu'ils traversaient la pelouse, une voix les interpella. « Capitaine Hastings. »« Monsieur Poirot !» C'était mademoiselle Wilhelmina Cartwright, l'assistante diplômée qui avait découvert le corps. Elle traversa la cour en courant vers eux. Un carnet relié en cuir à la main. « Désolé, » dit-elle à bout de souffle. « Je n'étais pas sûre de devoir apporter ça, mais je l'ai trouvé caché, derrière de vieux livres, dans l'observatoire. » Il était caché. Poirot prit l'objet. Il était usé, avec plusieurs pages cornées. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des diagrammes de cercles concentriques, des notations mathématiques, des horodatages et un tableau intitulé « Prédiction d'événements émotionnels ». Au dos, une liste de noms apparaissait. Greetham d'Accord Thwaite W., Cartwright, Lux. L'expression de Poirot s'assombrit. Il établissait des profils psychologiques pour tous les occupants de la tour. Mademoiselle Cartwright pâlit. « Vous pensez que c'est pour ça qu'il est mort ?»« Je pense, » dit doucement Poirot, « que le professeur Reed a joué un jeu très dangereux. Il observait tout le monde, les étudiait, non pas pour faire des recherches, mais pour en tirer un avantage. Et l'un d'eux s'en est rendu compte, » a déclaré Hastings. Poirot hocha la tête. « Oui. » Et il le fit taire avant qu'il puisse terminer son analyse. À ce moment-là, un portier du collège apparut, essoufflé et pâle. « L'inspecteur Beechcroft requiert votre présence, monsieur. » Dans le bureau du docteur Vail. « Quelque chose de nouveau ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur, » dit le portier. « Quelqu'un a cambriolé le tiroir de son bureau. » Poirot se redressa. « Et maintenant, Hastings, la partie devient ardente. Le tueur cherche, effrayé. Cela signifie qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans la tour. Il croit que la vérité est encore là,
quelque part. Chapitre 6. 1. Tiroir dérangeait la porte du bureau du docteur Vail était entr'ouverte lorsque Poirot et Hastings arrivèrent, conduits par l'inspecteur Beechcroft, toujours ponctuel. Si l'espace conservait sa dignité académique, des étagères alignées, un bureau en noyer poli et une longue et étroite fenêtre encadrant le cloître, il avait désormais l'allure d'un sanctuaire violé. Le tiroir du bureau en question avait visiblement été forcé. De fines rayures entachaient la serrure, et à l'intérieur, plusieurs dossiers étaient retournés. Une liasse de papier gisait éparpillée sur le sol. Une violette en pot avait été renversée, ses feuilles se flétrissant dans la terre renversée. Poirot resta immobile dans l'embrasure de la porte. « Inspecteur, » dit-il doucement. « Le docteur Vail a-t-il été informé ? » « Elle est en route. » Le portier a remarqué la porte entr'ouverte vers 7 heures du matin, alors qu'il faisait sa ronde. « Et rien n'a été pris ?» Beechcroft secoua la tête. « On ne peut pas le dire, mais le docteur Vail en saura plus. » Poirot s'approcha du bureau et inspecta soigneusement les tiroirs, scrutant l'intérieur de chacun. « L'effraction est à la fois maladroite et astucieuse, » murmura-t-il. « Comment cela ? » demanda Hastings. « Maladroit dans son exécution. Traces d'outils, meubles déplacés, mais astucieux dans le choix de la cible. Celui qui a commis cet acte n'est pas un amateur, mais il a voulu nous faire croire qu'il avait agi avec précipitation. » Il se pencha et ramassa une enveloppe déchirée par terre. Son adresse était simple, Dr. Vail, Kingsfield College. À l'intérieur se trouvait une note pliée, non signée. Son contenu était bref. « Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. Laisse tomber, ou il ne sera pas le dernier. » Hastings inspira profondément. Une menace. Poirot tenait délicatement le papier par les bords. En effet. Mais plus que ça, c'est une confession. Avant qu'Hastings ne puisse répondre, le docteur Vail entra, ses talons aiguisés sur le sol en pierre, ses yeux passant rapidement de la pièce aux hommes qui s'y trouvaient. « On m'a dit qu'il y avait eu un cambriolage, » dit-elle. « Bon sang, qu'est-il arrivé à mon bureau ?» Poirot lui tendit le mot en silence. Elle le lut, son visage se crispant à chaque ligne. Ce n'était pas là hier. Poirot hocha la tête. C'est la nature des avertissements, madame. Il n'arrive que lorsqu'il est trop tard. L'inspecteur Beechcroft demanda doucement. Est-ce qu'on a volé quelque chose ? Elle parcourut brièvement les dossiers, les mains exercées et calmes. Non, mais ils ont fouillé mon dossier personnel sur Lucian Reed. Pouvons-nous le voir ? Demanda Poirot. Elle hésita, puis le lui tendit. Le dossier était mince, juste quelques pages de notes, principalement des observations cliniques, mention du sommeil irrégulier de Lucien, son obsession pour un modèle qu'il qualifiait de la spirale de l'anticipation et sa paranoïa accrue ces dernières semaines. Il est venu me voir en tant que collègue pour me demander un soutien psychologique, a-t-elle expliqué. Mais ensuite, il m'a interrogé. Surmonil voulait comprendre ce qui me faisait vibrer. Comme il le disait, Poirot jeta un coup d'œil à une note griffonnée dans la marge du dossier. Son esprit est trop ordonné. Que cache-t-elle sous la symétrie ? Il le lui a rendu sans commentaire. « Dites-moi, docteur Vail, dit-il, la nuit du meurtre, vous avez dit que vous étiez dans votre chambre ? Oui. Quelqu'un t'a vu ? Mon assistant m'a croisé dans le couloir vers 22 heures.
Je revenais de la salle commune. Pourrait-il confirmer que vous êtes resté à l'intérieur jusqu'au matin? Elle hésita. Non, j'ai fermé ma porte à clé et j'ai travaillé. Personne n'est venu. Alors votre alibi, comme beaucoup d'autres, est solitaire. Elle n'a rien dit? Poirot se tourna vers Beechcroft. Je dois parler à l'assistant. J'attends déjà dans la cour, monsieur. Ils trouvèrent l'assistant, monsieur Edwin Late, un étudiant de 3e cycle à la voix douce, aux cheveux blonds clairsemés et qui avait l'habitude de jeter des coups d'œil nerveux à ses chaussures. Il confirma avoir croisé le docteur Vail à 22h15 et crut entendre sa porte se fermer peu après. « Tu l'as entendu s'ouvrir à nouveau ?»« Non, monsieur. Mais je ne l'aurais pas fait. Ma chambre est de l'autre côté du couloir. D'ailleurs, je suis sorti plus tard. » Poirot haussa un sourcil. « Où est-ce qu'il est sorti? Je marche parfois la nuit. Ça m'aide à réfléchir. » Poirot se pencha vers lui. « Tu as marché près de la tour ?» Late hésita. « Je suis passé près d'elle, oui. Vers 2 heures du matin, j'ai vu une lumière allumée dans l'observatoire. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Tu es sûr? »« Oui, juste une. C'était bref. J'ai supposé que Reed travaillait tard. » Poirot joignit les doigts. « Tu ne l'as dit à personne? Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Poirot se tourna vers Hastings alors qu'il se séparait du jeune homme nerveux. « Tu vois, mon ami, le mensonge vient doucement, mais il parle toujours plus fort que le silence. Je ne te comprends pas. Le docteur Vail a dit avoir vu Reed pour la dernière fois cet après-midi-là, mais elle a omis de préciser qu'une lumière brûlait dans sa chambre bien après minuit, et quelqu'un d'autre le savait. Si Reed rencontrait quelqu'un à 5 heures du matin, il s'était préparé toute la nuit, et quelqu'un l'observait. Ils traversèrent la pelouse en direction du bureau du prévôt, où Lord Thwaite avait demandé des nouvelles. Alors qu'ils passaient devant la bibliothèque, une voix familière les interpella. « Capitaine Hastings. »« Monsieur Poirot !» C'était encore Miss Cartwright, troublée, portant une liasse de papier. « Je pensais vous montrer ça. C'est le plan du cours du professeur Reed pour le prochain trimestre. » Poirot accepta la gerbe. Un titre attira immédiatement son attention. « La psychologie de la trahison, modèle, prédiction et défense préventive. » Les sourcils de Poirot se froncèrent. « Tu vois, Hastings ?» dit-il doucement. Cet homme savait quelque chose. Il comprenait quelque chose. Et maintenant, je crois que la clé ne réside pas dans ce qu'il a écrit, mais dans ce qu'il avait l'intention de faire, conclut Hastings. Poirot hocha la tête. Il s'apprêtait à dénoncer quelqu'un. Ce n'était pas un homme qui pardonnait. Ce n'était pas un homme qui oubliait. Il tourna la dernière page du plan. Griffonnées au crayon, dans la marge inférieure, 4 lettres étranges, ALTV. Poirot les fixa du regard. Ces initiales signifient quelque chose. Pas un nom, une idée, une phrase, un indice qu'il s'est laissé. Il déchira soigneusement le coin, le plia et le mit dans sa poche. « J'y réfléchirai ce soir, Hastings, » dit-il. « Mais demain, je retournerai à la tour à 2 heures précises du matin. » Hastings haussa un sourcil. « Tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose, non ?» dit Poirot,
les yeux plissés vers la pointe de verre de la tour qui dominait la lumière du soir. Mais j'attends déjà quelque chose. Chapitre 7. Le retour à la tour. La nuit était froide et calme lorsqu'Hercule Poirot traversa silencieusement la cour obscure du Kingsfield College, ses chaussures cirées faisant à peine un bruit sur les dalles. C'était précisément 1h52 du matin, et tout autour de lui, le monde retenait son souffle. Hastings, enveloppé dans un pardessus et nettement moins enthousiaste, marchait un pas en arrière. « Dites donc, Poirot, est-ce vraiment nécessaire ? Errer comme des fantômes ?» Poirot ne se retourna pas. « Mais oui, Hastings, c'est la nuit que l'esprit révèle ses formes les plus vraies. Le jour, nous faisons semblant, mais dans la solitude des ténèbres, nos vérités errent librement. » La tour se dressait maintenant devant eux. Ses vitres réfléchissantes étaient des blanches sous le clair de lune. Le dôme de l'observatoire ressemblait à une couronne de verre. Noircis, ils atteignirent l'allée de service derrière la tour, où les parterres de fleurs portaient encore les légères empreintes de pas des jours précédents. Poirot s'arrêta, consulta sa montre. 1:58. Puis regarda vers le haut. « Pas de lumière, » dit Hastings. « Pas encore, » murmura Poirot. Ils passèrent sous l'escalier en colimaçon à l'intérieur de la base de la tour et montèrent prudemment, chaque marche étant étouffée par l'épaisse moquette et le silence de l'heure. Par 2:04, ils ont atteint le sommet. L'observatoire était fermé à clé. Poirot sortit le double du passe-partout que lui avait remis l'inspecteur Beechcroft et le tourna doucement dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un soupir. L'observatoire était tel qu'il l'avait laissé, propre, presque empreint de recueillement. La tache de sang, désormais nettoyée et ternie, restait visible dans les plis du sol. Le grand télescope était de nouveau pointé vers la tour de la chapelle, intacte. Poirot s'en approcha, ajusta l'angle et fit signe à Hastings. Hastings regarda à travers. « Eh bien, c'est étrange, » murmura-t-il. « Que vois-tu ? Comme avant, une partie de la tour de la chapelle. Mais maintenant, je vois le cadran de l'horloge. Elle est arrêtée. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Oui, ça se voit toujours, 2 Pisronneuf, cassés. Il y a des années, et pourtant, Reed a braqué le télescope sur lui, parce qu'il voulait savoir exactement quand quelque chose s'était produit, a supposé Hastings. « Pas quand, » dit doucement Poirot. « Mais OMC était présent quand c'est arrivé, il se détourna juste au moment où un faible bruit résonna dans la cage d'escalier en contrebas. Des pas. Poirot leva la main pour réclamer le silence. Hastings se figea. Les pas montaient régulièrement, sans précipitation, mais résolus. Puis, il y eut un silence devant la porte de l'observatoire. Poirot fit signe à Hastings de passer derrière le rideau. Lui-même se dirigea vers le coin le plus éloigné, caché derrière une haute étagère. La porte s'ouvrit en grinçant. Une silhouette entra, vêtue d'un long manteau, le chapeau baissé. Il portait une petite lampe torche qu'ils allumèrent et pointèrent vers le télescope. La lumière parcourut rapidement la pièce, le sol, la table, les murs, avant de revenir. La silhouette se dirigea vers le bureau central, ouvrit le tiroir et en sortit quelque chose de petit. Une feuille de papier plié. Poirot sortit tranquillement. « Je serais très intéressé de savoir ce que vous avez trouvé, madame. »
L'intrus s'est retourné. C'était Dr Imogen Vale. Elle fixait Poirot avec autant de fureur que de peur. « Que fais-tu ici ?»« Comme vous, madame, » dit Poirot calmement. « Cherchez ce qui reste caché. » Elle ferma les yeux un instant, puis expira. « Ce n'était pas moi. »« Non, » dit Poirot. « Ce n'était pas le cas, mais tu croyais devoir trouver quelque chose avant moi. » Elle ne l'a pas nié. « Qu'est-ce que c'est que ce papier ?» demanda doucement Poirot. Elle hésita, puis le déplia. C'était un croquis simple. 3 cercles concentriques dessinés à l'encre bleue avec un point au centre. En dessous, une seule ligne de texte. Elle voit tout, mais ne sait rien. Poirot l'étudia attentivement. « Un message, dit-il, laissé par Reed. »« Pour qui ?» La voix de Vale tremblait. « Pour moi, je crois. Alors dites-moi, madame, que savez-vous que vous ne m'ayez pas dit ?» Elle se déplaça jusqu'au bord du bureau et posa ses 2 mains sur la surface, se stabilisant. « Lucien et moi, on a été amants. Brièvement. Il y a 2 ans. Il a rompu. Sans ménagement. Mais j'ai continué à travailler avec lui. Par fierté, peut-être. Il s'est toujours cru le plus intelligent. Mais ce projet, ce modèle prédictif, il s'était convaincu qu'il pouvait identifier la trahison, la déloyauté et même l'intention. Et l'a-t-il fait ? Demanda Poirot. Il a dit que oui. Et il est devenu obsédé. Il a prétendu que l'un de nous préparait quelque chose de catastrophique. Est-ce qu'il a nommé quelqu'un ? Elle détourna le regard. Il n'arrêtait pas de dire « La tour s'effondrera avant d'être terminée. » Je pensais que c'était une métaphore. Poirot resta silencieux un instant. Puis il dit « Et la note, les cercles et la ligne ? Qu'en pensez-vous » Val traça les cercles du bout des doigts. C'est le modèle, la spirale d'anticipation. Il croyait que chaque action commençait dans le cercle extérieur. Un murmure, une pause, puis vers l'intérieur, le déni, le mobile, le déclencheur, au centre, la conséquence. Et la phrase « Elle voit tout mais ne sait rien ?» Elle sourit amèrement. C'est comme ça qu'il me voyait. Un esprit habitué à observer, mais incapable de ressentir la vérité. Poirot s'avança. Et a-t-il raison ? Elle n'a rien dit. Derrière le rideau, Hastings s'agita. « Poirot, regarde !» Poirot se retourna. Sur la table, à côté du télescope était assis un plaque photographique, un verre ancien et lourd enveloppé dans du papier noir. Il le déballa soigneusement et le tendit vers la fenêtre, où la lumière de la lune le frappait faiblement. C'était une image, floue mais reconnaissable, une silhouette, debout près de la tour de la chapelle, la nuit. La silhouette d'une personne, tenant ce qui ressemblait à une mallette ou à une arme. Le docteur Vale inspira brusquement. « Ce n'est pas moi. »« Non, » dit Poirot, « ce n'est pas vrai, mais quelqu'un que Reed a aperçu grâce à sa longue vue, une rencontre, un rendez-vous secret, et il l'a respecté, peut-être par mesure de sécurité. » Il se tourna vers Hastings. « Allons, mon ami. Il faut porter ça à l'inspecteur Beechcroft immédiatement. Je crois que le temps du silence touche à sa fin. » Alors qu'il quittait,
L'observatoire, Poirot jeta un dernier coup d'œil à l'horloge immobile sur la tour de la chapelle, 2P09. Puis il tourna son regard vers le ciel sombre au-dessus. « Les étoiles, Hastings, murmura-t-il. Elles sont très loin. Mais même à cette distance, elles révèlent la vérité. » Chapitre 8. Le glissement dans l'obscurité. Le lendemain matin, un silence nerveux régnait à Kingsfield College. Malgré le ciel radieux et la lumière dorée de juillet qui baignait le domaine, l'atmosphère parmi le personnel et les étudiants était tendue, fragile, comme si l'université elle-même retenait son souffle. Des murmures flottaient sous les arches de pierre, et plus d'un visage se détourna vivement au passage de Poirot. À 9h15, Poirot rencontra l'inspecteur Beechcroft dans l'antichambre du prévôt. Sur la grande table en chêne qui les séparait, étaient étalées les pièces à conviction rassemblées jusqu'alors. La note menaçante trouvée dans le tiroir du docteur Vail, le croquis plié de Reed portant l'inscription inquiétante, le carnet retrouvé et, maintenant, pièce maîtresse de tout cela, le plaque photographique. « C'est flou, » admit Beechcroft en plissant les yeux. « Mais la silhouette est nette. Ce sac ou cette mallette est distinct. Une idée de qui est cette silhouette. »« J'ai 3 idées, » répondit Poirot, « mais une seule vérité. Je crois que l'identité du personnage ne réside pas dans l'image elle-même, mais dans OMS savait qu'ils avaient été observés. » Beechcroft fronça les sourcils. « Alors tu penses que le tueur savait que Reed les avait vus cette nuit-là? » « À travers le télescope? Oui. Et je crois que Reed avait l'intention d'utiliser cette photo comme moyen de pression, peut-être pour dénoncer une trahison. » Beechcroft expira lentement. « Alors, quelqu'un a paniqué. Il l'a tué avant qu'il puisse agir. »« Mais non, mon ami, » dit doucement Poirot. « Ce n'était pas de la panique. C'était stratégie. Froid, calculé. Et très probablement prémédité depuis des semaines. » L'inspecteur resta silencieux. À ce moment précis, la porte s'ouvrit. Un grand Lord Thwaite, l'air fatigué, entra. « Je vous prie de m'excuser. Je reviens d'une réunion plutôt désagréable avec le conseil d'administration de l'université. Ils exigent des réponses. Discrètes. » Poirot inclina la tête. « Et vous, milord, quelle réponse faites-vous? Toi chercher ?» Thwaite était lourdement assis sur la chaise, en face d'eux. « Je veux savoir si ce meurtre a un rapport avec le monde universitaire, ou si nous avons été des imbéciles qui ont joué à un jeu plus sinistre. » Poirot se pencha en avant. « Laissez-moi vous demander ceci, Lord Thwaite. Au début de la construction de la tour, y a-t-il jamais eu de visiteurs non officiels, des hommes ou des femmes qui ont porté un intérêt particulier au site, peut-être, même avant que Lucian Reed n'y soit affecté? » Thwaite réfléchit. « Il y avait une femme. Je ne me souviens plus de son nom. Elle est venue une fois au début et a dit qu'elle représentait des intérêts philanthropiques privés. Habillée comme une avocate, manteau noir, broche verte. Elle a demandé des nouvelles des étages supérieurs, si l'accès pouvait être limité. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « A-t-elle rencontré le professeur Reed? »« Pas à ma connaissance. »« Et cette femme, vous souvenez-vous d'autre chose? » Thwaite hésita. « Seulement qu'elle portait un long étui noir. » Comme un violoniste. Poirot se leva brusquement. « Merci, ce sera tout pour l'instant. » Dehors, dans le couloir, Poirot se tourna vers Hastings. « Nous devons parler à Marjorie Greetham, »
Immédiatement, Hastings cligna des yeux. Greetham. Mais elle n'a pas participé à la conception de la tour. Non, répondit Poirot. Mais elle connaît tous ceux qui l'étaient. Ils trouvèrent mademoiselle Greetham assise dans le jardin du cloître, vêtue de sa robe universitaire malgré la chaleur, lisant un volume de Cicéron avec une détermination tranquille. Elle leva les yeux sans surprise à l'approche de Poirot. « Tu es venue pour creuser plus loin, n'est-ce pas, madame ?» dit Poirot avec une gravité polie. « Je voudrais savoir qui, parmi les professeurs, aurait le plus à perdre si le soi-disant algorithme de trahison de Lucian Reed était rendu public. » Greetham ferma son livre. Cet homme pensait que tout le monde était une menace. Il semait la suspicion. Pourtant, il vous a observé attentivement, dit Poirot. Il a inscrit votre nom dans son carnet. Pourquoi? Les lèvres de Greetham se pincèrent. Parce que je lui ai dit qu'il était dangereux. Et il faisait pleurer les étudiants pendant les travaux dirigés. Il se moquait publiquement d'un jeune assistant pour son bégaiement. Son carnet? Ce n'était pas de la recherche. C'était une liste de rancunes déguisées en mathématiques. Hastings intervint. Pensez-vous que quelqu'un l'a tué par vengeance? L'expression de Greetham se durcit. Je pense que quelqu'un l'a tué parce qu'il savait qu'il n'en avait pas fini. Poirot s'assit à côté d'elle. Une dernière question. Saviez-vous qu'une femme, proche du donateur de la Dao, Tour a visité le chantier avant la fin des travaux? Greetham eut une vague réaction. J'ai entendu des rumeurs. Une employée de ménage prétendait qu'une étrangère à l'accent chic était venue poser des questions. Elle disait qu'elle boitait. Poirot haussa un sourcil. « Tu boites ?» ?»« Oui. Elle marchait avec une canne, apparemment. Le personnel l'appelait le fantôme de la tour. Est-ce que quelqu'un l'a identifié ?» Greetham marqua une pause. « Je crois que le docteur Vail l'a mentionné un jour. Il a parlé d'un examen éthique contourné. Elle a dit que le projet avait été accéléré. Je pensais qu'elle était paranoïaque. » Le regard de Poirot devint dur. « Elle ne l'était pas. Merci, madame. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot a demandé une réunion privée avec Dr Val dans la petite salle de séminaire, juste à côté de la bibliothèque. Elle arriva avec prudence, son manteau replié sur un bras, la broche verte, à son cou scintillant faiblement à la lumière de la lampe. « Je suppose que ce n'est pas une invitation à prendre le thé, » dit-elle. « Non, » répondit Poirot. « C'est un test, de mémoire et de motivation. » Elle croisa les bras. « Vas-y alors. » Poirot s'approcha. « Vous avez visité la tour avant son achèvement. Vous marchiez avec une canne, peut-être. Même avec une fausse boiterie. Vous portiez une longue mallette noire. Je ne l'ai pas fait. Non, tu ne sais pas maintenant. Mais à l'époque, peut-être souhaitiez-vous observer, contrôler le projet dans l'ombre. » Elle le fixa du regard. « Tu dis que je travaillais avec le donneur ?» Poirot ne dit rien. Elle laissa échapper un long soupir. « Tu as tort. Est-ce que je le suis ?» Puis, Poirot fouilla dans sa poche et en sortit une petite pochette en velours. « Plus tôt dans la journée, a-t-il déclaré, j'ai demandé au gardien d'inspecter les gouttières de la tour, où tout visiteur pressé pourrait jeter des preuves. » De la pochette, il sortit un objet métallique fin, un chevalet de violon, légèrement gravé avec les initiales L.E.R. Vail,
resta très immobile. Poirot le posa sur la table, entre eux. Il l'a gardé comme souvenir. Peut-être d'une vie antérieure, ou peut-être de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais vu ça auparavant, murmura-t-elle. Mais tu sais ce que ça veut dire. Elle le fixa du regard, le silence s'étirant. Puis, tout à coup, son expression changea. « Ce n'est pas moi qui suis allée à la tour cette nuit-là, » dit-elle. « Mais je sais qui l'a fait. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Vas-y. » Elle hésita, puis « C'était Edwin Leigh, mon assistant. » Hastings cligna des yeux. « Leigh ? Il est venu me voir après. Il était pâle et tremblant. Il a dit que Reed avait menacé de tout démasquer. J'ai cru qu'il parlait de sa thèse, une faute académique ou quelque chose comme ça. » La voix de Poirot baissa. « Et qu'est-ce que toi faire ?» Je lui ai dit de se taire. Je ne pensais pas... Mon Dieu, je ne pensais pas que... C'était... meurtre. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, madame. Je crois que vous m'avez enfin dit la vérité. » Et tandis que Val partait, Poirot se tourna vers Hastings. « Tu vois, mon ami, enfin, le premier mensonge est brisé. » Hastings fronça les sourcils. « Tu la crois ? Je le fais, » répondit Poirot. « Parce qu'elle en a trop donné, et pas assez. » Il prit le chevalet du violon et le fit tourner à la lumière. Une personne n'a pas encore été interrogée. Celle que nous avons écartée trop facilement. OMS, Poirot sourit faiblement. Celui qui a trouvé le corps. Chapitre 9. Le piège de l'esprit. Silencieux. Le soleil d'été était bas dans le ciel lorsque Hercule Poirot a demandé une interview privée avec Wilhelmine. Cartwright, elle, arriva ponctuellement à la salle de lecture de la bibliothèque du collège, sa jupe sombre repassée, son cardigan boutonné jusqu'au col malgré la chaleur, et les yeux écarquillés d'une politesse méfiante. Elle ne bougea pas, mais ne soutint pas le regard de Poirot plus d'un instant. Hastings remarqua que ses doigts tremblaient lorsqu'elle posa son bloc-notes sur la table. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Ne soyez pas nerveuse. »« Je ne suis pas nerveuse, » répondit-elle trop vite. Ictourus était assis dans une alcôve tranquille, entre les rayons d'histoire grecque et de philosophie, un espace que Wilhelmina avait, paraît-il, apprécié durant ses études. L'air sentait le parchemin, le cirage à la lavande et le soleil. Poirot l'observa un instant, avant de reprendre la parole. « Vous avez été la première à trouver le corps du professeur Reed. »« Oui. »« À quelle heure exactement ?»« Juste après 17 heures. Je suis arrivé tôt pour préparer l'observatoire pour l'inauguration. J'espérais ranger les vitrines. L'ascenseur ne fonctionnait pas. J'ai pris l'escalier. Et tu as trouvé la porte déverrouillée ? Oui. Ce qui était inhabituel. Le professeur Reed la fermait toujours à clé. J'ai pensé qu'il l'avait peut-être laissée ouverte par erreur. Poirot pencha la tête. « Dites-moi, avez-vous touché quelque chose dans la pièce ? » ?»« Non. Enfin, je crois que j'ai heurté une table ou deux. Mais je n'ai rien bougé exprès. Et la plaque photographique, l'avez-vous remarqué ? » Alors, elle cligna des yeux. « Une photo ? » ?»« Non. Il n'y avait rien sur la table, je le jure. Mais il y en avait une, » dit Poirot calmement. « Nous avons trouvé une plaque, une image, représentant une silhouette devant la chapelle, la nuit,
Nous pensons que le professeur Reed l'a capturé récemment. Nous pensons qu'il se préparait à affronter quelqu'un avec. Cartwright ne dit rien. La voix de Poirot baissa légèrement. Vous souvenez-vous, mademoiselle, de ce sur quoi travaillait le professeur Reed ces dernières semaines? Elle hésita. Pas spécifiquement. Il avait des horaires bizarres. Parfois, je trouvais des fragments, des équations griffonnées, des diagrammes étranges. Il était intense. Est-ce qu'il s'est déjà confié à toi? Non, répondit-elle rapidement. Je n'étais qu'une assistante. Poirot se pencha en avant. Mademoiselle, je dois vous dire quelque chose de très grave. Nous pensons maintenant que le tueur n'est peut-être pas venu à la tour. Après, le professeur Reed est arrivé, mais il attendait déjà l'intérieur. Le visage de Cartwright devint blanc. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un aurait pu entrer avant le professeur, caché à proximité, peut-être derrière le rideau de la réserve ou le store de l'observatoire, quelqu'un qui connaissait ses habitudes, qui savait qu'il viendrait tôt pour se préparer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. C'est ridicule. Qui voudrait? Qui pourrait? Poirot sourit très faiblement. Vous, mademoiselle? Il y eut une pause, quelques secondes seulement, mais suffisamment longue pour que je le remarque. Puis Wilhelmina laissa échapper un rire court et sec. Moi? C'est absurde. Vraiment? Le ton de Poirot resta doux. Vous aviez accès. Vous connaissiez la disposition de la tour. Vous saviez quand le professeur travaillait. Et, surtout, vous êtes arrivé bien plus tôt que prévu le jour de la cérémonie, à 17 heures. D'ailleurs, un portier rapporte vous avoir vu près de l'escalier de l'observatoire dès 16h30. Cartwright détourna le regard. « J'étais en avance, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas pu dormir. »« Tu étais déjà à l'intérieur, » dit doucement Poirot. « Et tu as vu ou fait quelque chose qui t'a effrayé ?» Elle se leva brusquement. « Je ne veux pas être accusé de meurtre. » Poirot resta assis. « Je n'accuse pas, mais je vous demande de dire la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la dise à votre place. » Elle resta silencieuse, les lèvres serrées. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit doucement Poirot. Elle s'est assise. « Pourquoi étiez-vous vraiment là ce matin-là, mademoiselle ?» Une longue pause. Puis, d'une voix faible, « Je suis allé le confronter. » Poirot ne montra aucun signe de surprise. « Pourquoi ?» La voix de Cartwright tremblait. « Il allait me dénoncer, vous exposer. » Elle hocha la tête d'un air malheureux. « Pas pour un crime, mais ma thèse. Certains de mes modèles statistiques, il disait qu'ils étaient piqués à ses premiers travaux. Je n'avais même jamais lu ses brouillons personnels, mais il insistait. Il menaçait de se présenter devant le conseil, de me ruiner. As-tu volé son travail? Non, mais je voulais absolument l'arrêter. Poirot hocha lentement la tête. Alors, vous êtes arrivé tôt? Vous espérez le raisonner? Oui, j'ai attendu derrière le rideau. Quand il est entré, je suis ressorti et on s'est disputé. Qu'a-t-il dit? Que j'étais un voleur, un imposteur, que je serais sur liste noire, et puis... Sa voix s'est brisée. Je suis parti. Était-il vivant quand tu es parti? Elle leva les yeux, frappée. Oui, je le jure. Il était furieux, mais vivant. Je ne l'ai pas tué. Poirot étudia son visage.
As-tu vu quelqu'un d'autre ce matin-là? Elle cligna des yeux. Non, seulement quelqu'un qui traversait la cour. Je ne l'ai pas reconnu. Il se dirigeait vers la chapelle. Il faisait encore nuit. Un homme ou une femme? Un homme, je crois. Grand, vêtu d'un pardessus léger. Poirot jeta un coup d'œil à Hastings, puis il se leva. Merci, mademoiselle Cartwright. Vous m'avez été d'une grande aide. Elle leva les yeux, perplexe. Alors, tu me crois? Poirot sourit faiblement. Mademoiselle, je crois que la vérité, une fois révélée, sonne bien différemment d'un mensonge. Et ce que j'ai entendu n'était pas le mensonge final. Il sortit dans le cloître avec Hastings. Elle ne l'a pas fait, a déclaré Hastings. Non, répondit Poirot, mais elle sait qu'il l'a fait. Même si elle l'ignore, elle le sait. Ils passèrent sous la tour, tandis que l'horloge sonnait. 4, Poirot s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur une petite fenêtre haute. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hastings. La voix de Poirot était très basse. « Je l'ai vu, mon ami. » « Vu quoi » Poirot se tourna lentement vers lui. La contradiction finale. Chapitre 10. La contradiction finale. Le salon de la maison du prévôt avait été préparé avec une cérémonie soignée. Des chaises étaient disposées en demi-cercle autour de l'âtre. Un plateau de thé intact refroidissait sur la table basse. Dehors, le ciel s'assombrissait sous la menace des pluies estivales et un coup de tonnerre retentit sur les vieilles pierres de Kingsfield. C'était ici, à X heure précise, qu'Hercule Poirot a réuni le cercle des suspects. Lord Thwaite était assis, raide, près du feu, un verre de xérès à la main, le visage tiré par l'insomnie. Miss Greetham occupait son fauteuil habituel à haut dossier, telle une statue de marbre. Le docteur Imogen Vale était assise, les bras croisés, une expression de tension prudente. Edwin Leith, pâle et voûté, balançait nerveusement son regard, du sol à la fenêtre. Wilhelmina Cartwright entra la dernière, la tête baissée, les doigts tordant un mouchoir sur ses genoux. L'inspecteur Beechcroft se tenait au bord de la pièce, les bras croisés. Hastings prit place près de la porte, carnet à la main. Poirot resta debout. « Mesdames et messieurs, commença-t-il doucement, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai convoqués. Mais je crois que vous en soupçonnez déjà la raison. Le temps des ténèbres est révolu. La vérité doit maintenant faire son apparition. Personne n'a parlé.